Au cœur de la salle étincelante, sous les yeux de 52 invités de marque, la propriétaire d'une fortune multimilliardaire, Elena Ostakova, fit signe à un modeste agent d'entretien d'apparence slave nommé Pavel Morozov. Elle jeta négligemment à ses pieds 850 000 roubles, promettant de lui donner la totalité de la somme s'il parvenait à vaincre son garde du corps personnel, décidant d'utiliser l'ouvrier comme un divertissement bon marché. Les convives éclatèrent de rire, certains que le pauvre homme s'effondrerait au sol dans les premières secondes. Mais à peine Pavel eut-il retroussé sa manche avec calme et dévoilé un tatouage sur son avant-bras que le sourire du garde s'évanouit instantanément. Quelques phrases murmurées plus tard, et la soirée luxueuse fut complètement bouleversée. Que cachait donc ce dessin sur ça? La tour Ostakov changeait d'apparence à la tombée de la nuit. Si le jour, les cadres dirigeants y régnaient en maître, et les cabines d'ascenseur vitrées s'y succédaient, à la nuit tombée, lorsque les bureaux se vidaient et que l'équipe de nettoyage prenait le relais, les halls de marbre plongeaient dans un silence frais et profond. Pavel Morozov s'était habitué à ce calme nocturne. Il poussait silencieusement son chariot sur le sol ciré, vidait les poubelles, effaçait les empreintes de doigts sur les panneaux et ne demandait rien à personne. La plupart du temps, il restait la seule âme vivante dans ce gratte-ciel immense, érigé pour ceux qui ne prendraient jamais la peine de savoir comment il s'appelait. Morozov travaillait ici depuis près de 3 ans. Pendant tout ce temps, il avait échangé à peine une centaine de phrases avec les occupants des étages supérieurs au 4e, et pas un seul d'entre eux ne s'était adressé à lui par son nom. À leurs yeux, il n'était qu'une fonction en uniforme gris, une ombre qui surgissait en cas de verre brisé ou d'inondation dans les toilettes, pour disparaître aussitôt le problème résolu. Cet ordre des choses lui convenait parfaitement. Une existence paisible ne signifie pas une vie facile. Mais après tout ce qu'il avait traversé dans le passé, c'était surtout le silence qu'il désirait le plus, et ce modeste emploi lui offrait amplement la tranquillité. Il avait autrefois une famille, un mariage, et lui-même était alors un tout autre homme. À cette époque, Pavel portait un uniforme bien différent, et le fardeau sur ses épaules était d'une toute autre nature. Le divorce avait tranché le dernier lien qui le rattachait à sa version antérieure. Morozov prit alors une décision qui le surprit lui-même. Il fermerait à jamais la porte sur le monde qu'il avait forgé. Il trouverait le travail le plus discret possible, baisserait la tête et laisserait le passé s'éteindre là où il devait être. Beaucoup de gens recherchent délibérément l'agitation et l'adrénaline. Pavel, lui, avait passé des années à apprendre à fuir le bruit. On le payait une misère, et ces derniers temps, ses miettes ne suffisaient plus désastreusement. L'avis d'impayé de loyer était arrivé pour la 3e fois. Le dernier formulaire arborait des cachets rouges menaçants, et les calculs mentaux qu'il faisait la nuit ne voulaient jamais s'équilibrer. Il ne se plaignait jamais du sort. Après tout, aucune réclamation n'avait jamais aidé à payer les factures. Morozov se contentait d'effectuer ses quarts de travail, d'étirer chaque rouble jusqu'à la limite et de se convaincre qu'un labeur difficile mais honnête valait bien mieux que la réalité qu'il avait laissée derrière lui. Certes, l'argent était rare, mais la conscience restait cristalline. Il avait fait son choix entre ces deux biens depuis longtemps. C'est pourquoi la célébration à venir l'avait rendu nerveux bien avant qu'elle ne commence. Depuis 4 jours, l'étage supérieur de la tour était transformé en salle de banquet luxueuse pour la crème de la société moscovite, et Pavel avait pour consigne de ne pas se faire remarquer et de maintenir la propreté dans les locaux annexes. Il se moquait bien du champagne coulant à flot, du quatuor à cordes, et des messieurs en smoking sur mesure discutant de la valeur d'actifs qu'ils ne toucheraient jamais de leurs mains. Il glissait habituellement dans l'ombre près des portes de service, ramassant les verres sales sur son plateau, bien décidé à rester invisible jusqu'au départ du dernier invité. La star de la soirée était Elena Ostakova. Trop jeune pour porter un nom si lourd, elle le portait comme un pistolet chargé, rappelant constamment sa présence à son entourage. L'Empire avait été bâti par son père, mais avec les actifs, elle avait hérité d'autre chose.
La jeune femme croyait fermement que le pouvoir n'a aucun prix si personne de plus faible ne le voit s'exercer. Elle voltigeait dans la salle, recueillant les regards admiratifs comme d'autres recueillent les dettes. Et si l'attention du public faiblissait un instant, derrière son sourire calculé, une flamme inquiète s'allumait aussitôt. Au fond d'elle-même, bien qu'elle ne l'avouerait jamais à voix haute, tout ce beau monde l'effrayait un peu. Les représentants de la vieille fortune, réunis ici, se souvenaient parfaitement de son enfance, dépensant sans compter le capital paternel. Derrière leur sourire poli, Helena lisait invariablement la même. S'était-elle jamais accomplie par? Elle noyait ses complexes de la seule manière qui lui était accessible, en devenant plus bruyante, plus acerbe et en cherchant constamment quelqu'un à écraser sous ses talons. Pour Helena, la cruauté était la preuve de sa propre importance. La présence d'un être insignifiant dans la pièce lui permettait de s'élever à ses propres yeux. Non loin de la maîtresse de maison, rôdait toujours Sergei Volkov. Si Ostakova remplissait l'espace de bruit, Serkès y apportait une immobilité absolue. Toute sa silhouette trahissait un homme passé par l'enfer et qui en était revenu vivant. Cette expérience rude se lisait dans la façon dont il scrutait discrètement toutes les issues et dans ses épaules constamment tendues. Avant de se tenir derrière la milliardaire, il avait passé de nombreuses années en service sous l'uniforme. Cela se voyait dans les moindres détails. Il regardait toujours les mains des gens, jamais leur visage. Rien dans la salle n'échappait à son attention. Il servait Helena sans une once de chaleur, mais sans un seul reproche, et la plupart des invités ne le percevaient même pas comme un être vivant. La réception mondaine aurait pu se terminer sans encombre. Mais Helena s'ennuyait. Les compliments de convenance se confondaient en un murmure indistinct, et les phrases flatteuses sortaient des bouches avec des intonations également apprises. Et là, sous l'éclat des lustres en cristal, une démangeaison familière se réveilla dans sa poitrine. Elle voulait du spectacle, quelque chose dont les invités chuchoteraient sur le chemin du retour, une histoire dont elle serait inévitablement le centre. Son regard glissa par-dessus les têtes des députés et des investisseurs jusqu'à s'arrêter sur un homme en combinaison grise ramassant silencieusement la vaisselle près des portes du personnel. Pendant un moment, elle l'étudia comme un enfant observe un insecte décidant comment s'amuser avec lui. Puis elle éleva la voix couvrant la musique, et son assurance claquante attira instantanément l'attention de toute la salle. « Hey !» cria-t-elle si brusquement que le son trancha le brouhaha mondain comme un rasoir. Morozov ne bougea pas d'un cil. En 3 ans dans ce bâtiment, on ne s'était encore jamais adressé directement à lui. Ce n'est que lorsque les musiciens s'arrêtèrent et que 52 visages se tournèrent synchrones vers lui, qu'il réalisa que le doigt manucuré de l'héritière de l'Empire pointait vers lui. Il posa lentement son plateau. « Je vous écoute », répondit Pavel d'un ton égal, s'efforçant de passer le plus inaperçu possible. Autour de lui, les invités commençaient déjà à arborer des sourires gourmands. La foule a toujours flairé un divertissement imminent, et Helena aspirait avec avidité ces changements dans l'atmosphère de la salle. Elle lui fit signe de s'approcher de 2 doigts, comme on appelle un chien errant. Pavel dut s'avancer au centre de l'espace éclairé, car un refus aurait inévitablement provoqué un scandale, et attirer l'attention sur lui était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. « Mesdames », s'exclama Ostakova théâtralement, les bras ouverts comme une conférencière avant l'entrée d'un artiste. « Contemplez l'homme grâce auquel nos sols brillent de propreté. » Un léger rire parcourut la salle. Pavel se tenait au milieu de cette splendeur étincelante, les bras ballants, sans qu'un muscle de son visage ne tressaille. On s'était déjà moqué de lui auparavant, prenant son silence pour de la faiblesse. L'expérience lui avait depuis longtemps appris que ceux qui rient le plus fort sont souvent ceux qui comprennent le moins. Il laissa la vague de l'hilarité générale le traverser sans laisser de traces. Helena, elle, se délectait ouvertement de la situation, tournant lentement autour de sa victime, en jouant pour le public. « J'ai toujours été curieuse, poursuivit-elle, de savoir à quoi les gens comme lui consacrent leur vie. À quoi d'autres ses mains peuvent-elles servir, à part serrer une? » Elle marqua une pause,
laissant l'insulte flotter dans l'air, attendant la réaction de la foule. Et la foule ne la déçut pas, répondant par un murmure approbateur. Pavel la regarda sans colère ni gêne. Son calme glacé semblait l'exaspérer bien plus que n'importe quelle excuse ou colère. Elle avait compté qu'il se décomposerait, mais il restait droit comme un mur monolithique, et cette imperturbabilité se transforma en un défi qu'elle ne pouvait ignorer. La jeune femme se tourna brusquement vers la table où reposait son sac ouvert et en sortit une épaisse liasse de billets. Elle leva l'argent bien haut pour que la lumière joue sur les bandes bancaires, démontrant à tous l'épaisseur de la liasse. Puis elle défila les billets et les jeta avec dédain directement aux pieds du nettoyeur. Les billets de 5000 roubles voletèrent lentement vers le sol en marbre, tandis que 850 000 roubles jonchaient l'espace entre eux, comme de vulgaires déchets dont elle se débarrassait par simple ennui. 850 000 roubles, prononça-t-elle distinctement, pour être entendue dans les recoins les plus éloignés. Une somme énorme pour quelqu'un comme toi. Pavel baissa les yeux sur les billets éparpillés, mais ne fit pas un geste pour les ramasser. Il connaissait parfaitement leur valeur pour elle au zéro et comprenait tout aussi bien ce qu'ils signifiaient pour lui. Une somme que cette poupée ne pourrait jamais saisir, même en s'y efforçant. Les quittances au cachet rouge, les dettes qui s'accumulent, l'équilibre précaire à la limite de la misère, tout ce à quoi une femme comme Elena n'avait jamais réfléchi de sa vie. Pour elle, cet argent n'était qu'un accessoire pour une mauvaise blague. Pour lui, des mois de survie minutieuse, bâtis littéralement à partir de rien. Les billets gisaient sur le marbre comme un appât. Et ce qu'il y avait de plus détestable dans ce piège, c'était à quel point la maîtresse de maison avait visé juste dans son besoin urgent d'argent. « Je te propose un marché », poursuivit Ostakova en arpentant autour de lui, tandis que l'argent jonchait le sol. Elle fit un signe de tête vers Volkov, figé contre le mur, les bras croisés et le visage de pierre. « Mets mon garde du corps à terre et tout est à toi. » Ici, devant tout le monde, la salle explosa. Des smartphones jaillirent des poches de veste et des sacs à main de créateurs. Des dizaines d'écrans se levèrent dans l'air. 52 invités ajustaient déjà leur mise au point, prêts à immortaliser le spectacle promis. Pas une seule personne dans la salle n'envisageait que le simple nettoyeur ait la moindre chance. C'était précisément là tout l'attrait du spectacle. Sergueï ne partageait pas l'allégresse générale. À travers la salle, il croisa le regard de Morozov et dans son détachement professionnel, perça une tension. Il n'avait pas signé pour ça. Certes, il cédait aux caprices de la gamine gâtée parce qu'elle le payait. Mais humilier un travailleur dont la seule faute était de laver, les sols ne l'emballaient guère. Il baissa lentement les bras, non dans l'attente d'un combat, mais par pure préparation, et attendit de voir à quoi l'obligerait la femme qui signait ses chèques. Pavel avait percé la nature du piège dès qu'il s'était refermé sur lui. Il n'y avait que deux issues à cette situation, et Elena les avait toutes deux conçues. Il pouvait battre en retraite et la foule le traiterait de lâche, ou une étiquette qui le poursuivrait dans les sous-sols. Sur les quais de déchargement et à chaque service suivant jusqu'à la fin de ses jours dans cette entreprise. Ou bien il pouvait s'avancer sur son ring improvisé et se laisser transformer en clown, comme elle l'avait déjà baptisé. Les deux chemins menaient à une impasse. Les deux étaient conçus pour l'élever, elle, au prix de son humiliation à lui. Il resta silencieux pendant de longs moments. Le silence s'éternisa au point de devenir pesant. Les rires s'estompèrent, et les spectateurs commencèrent à se demander si le spectacle n'avait pas avorté. Morozov pesait l'argent jeté et ce qu'il avait soigneusement protégé pendant les 3 dernières années. Ce n'était pas tout à fait de la fierté, plutôt quelque chose de plus silencieux et de plus profond. Le droit sacré à l'inviolabilité, le droit d'exister dans ce monde sans avoir à prouver quoi que ce soit à personne. Ostakova avait piétiné ce droit avec une poignée de billets et un ton criard, et attendait maintenant sa soumission. Il fit un pas en avant. La foule se pressa vers lui, et les lèvres d'Elena s'étirèrent un instant en un rictus de triomphe. Elle pensa que le poisson avait mordu à l'hameçon,
Mais Pavel ne leva pas les poings en garde et n'accorda pas à Sergueï le regard d'un combattant évaluant son adversaire. Il s'immobilisa au centre de la salle, à demi tourné pour voir à la fois la maîtresse de maison et l'homme sur lequel elle le lançait. Quand il parla enfin, sa voix était grave, claire et totalement dénuée de peur. « Je ne vais me battre avec personne », coupa Morozov. Les mots tombèrent dans la foule, changeant instantanément la tension ambiante. Dans ce refus, il n'y avait pas l'ombre d'une lâcheté, ni de tremblement dans la voix, ni de supplique pitoyable. C'était la déclaration en béton armé d'un homme qui avait pris ses décisions depuis longtemps et n'allait pas changer ses principes pour complaire à un public ivre. Elena cligna des yeux, déstabilisée par une réaction qui ne correspondait à aucun des scénarios qu'elle avait préparés. Elle s'attendait soit à la panique, soit à une raclée, mais pas à un refus glacial qui se refermait devant elle comme une porte d'acier. « Je reste ici », poursuivit Pavel, regardant droit dans les yeux de Volkov, s'adressant à lui comme un travailleur à un autre travailleur, ignorant la milliardaire. « Je vais me tenir devant lui parce que je ne laisserai personne ici imaginer que j'ai eu peur. Mais je ne lèverai pas la main sur un homme qui fait simplement son travail. C'est mon maximum. » Il le dit avec banalité, sans emphase inutile, ni tentative de se donner des airs de héros. Mais cette franchise sèche fit plus frissonner les invités que la promesse d'une bagarre sanglante. Les prédatrices comme Elena, cependant, se reprennent vite. Elle éclata d'un rire artificiel et aigu et se tourna de nouveau vers son entourage, reprenant le contrôle. « Quel » s'exclama-t-elle en agitant les mains. « Notre nettoyeur a des principes, à ce qu'il paraît. » Quelques invités ricanèrent faiblement en écho, mais ce rire sonna faux. Certains abaissèrent même leur téléphone, ne comprenant plus ce qu'ils filmaient. Morozov avait refusé de jouer selon ses règles et, sans bouger un doigt, avait repris le pouvoir sur la situation. Sergueï n'avait toujours pas bougé. Il se tenait à quelques pas, poids du corps décalé, les yeux fixés sur l'homme en combinaison grise. Pour la première fois de la soirée, un profond pli barrait ses sourcils. La tenue de Morozov ne collait pas du tout à l'image que la foule s'était faite de lui. Il était trop calme. Il ne dégageait pas la moindre odeur de peur. Les gens qui n'ont jamais regardé la mort en face ne se tiennent pas ainsi. Et Volkov, qui avait passé des années à apprendre à déchiffrer ces nuances, sentit un premier frisson glacé de doute ébranler sa certitude. Elena claqua vivement des mains, refusant de perdre l'initiative. « Alors c'est décidé », ordonna-t-elle. « Tu restes là, et Sergueï te fait bouger. On va voir combien de temps tes fameux principes tiendront. » Elle montrait toujours les dents, jouait toujours la comédie, convaincue que le monde tournait autour d'elle, comme toujours. Mais au milieu du sol en marbre, dans un cercle de 50 spectateurs assoiffés d'humiliation, Pavel Morozov se tenait simplement, calme comme la surface d'un lac profond. Et l'argent gisait toujours, orphelin, à ses pieds, tandis que toute cette salle pompeuse commençait à réaliser que quelque chose n'allait pas. Les invités se resserrèrent instinctivement en cercle, attirés par l'odeur du spectacle, imminent. Les flûtes de champagne figèrent dans les mains ornées de bagues. Les écrans des smartphones continuaient de clignoter, cadrant les deux hommes sur le marbre. Quelque part au premier rang, un dandy en cravate argentée ricana et lança une plaisanterie sur le fait que tout serait fini en quelques secondes. La réplique fit le tour des rangs, s'enrichissant de nouveaux rires. Ils avaient tous déjà dessiné la fin dans leur esprit. La question était simplement à quelle seconde le nettoyeur s'effondrerait. Ostakova glissait le long du cercle vivant, en maîtresse d'arène, se nourrissant de l'énergie qu'elle avait créée. « Regardez-le donc », dit-elle en désignant Pavel d'un geste large. « Il se tient là, tout fier, imperturbable, 850 000 roubles. » Marqua une pause. « Vous imaginez combien de temps un homme comme lui doit bosser pour gagner des mois. Il va astiquer des chiottes pendant des mois pour gagner ce qui traîne à ses pieds, et pourtant il ne daigne même pas se baisser pour les ramasser. » La suite ricana docilement, tandis qu'Elena promenait lentement son regard sur chacun, savourant leur réaction. Pavel se tut. Il est resté fermement planté à sa place, les bras détendus. Sa poitrine se soulevait régulièrement.
Les moqueries glissaient sur lui comme l'eau sur le granit. Non pas qu'il fût sourd, mais parce qu'il avait appris depuis longtemps que la valeur d'un homme ne se mesure pas au volume de ceux qui se moquent de lui. Il dévia son regard et la laissa jouer son spectacle jusqu'au bout. Sur l'argent, elle ne pouvait rien dire qu'il ne comprit 1000 fois mieux qu'elle. En face de lui, Sergueï gardait toujours une immobilité de statue, ce qui commençait à attirer l'attention. Les gardes du corps exécutent généralement les ordres sans réfléchir, et ce temps d'arrêt dans l'action de Volkov semblait être la première fissure dans le scénario de la soirée. Elena aussi le remarqua. Elle lui lança un regard furieux. « Ce n'est pas mon ordre. » Et Sergueï fit enfin un pas sur l'espace libre. Ses mouvements étaient sobres et précis. Ainsi agit un professionnel contraint de faire ce qui le répugne au plus profond de lui-même. « Vous pouvez commencer quand vous voulez », lança Ostakova. Et le cercle des spectateurs se resserra encore. Volkov s'approchait de Pavel sans la moindre méchanceté, sans les sbroufs que la foule appelait de ses vœux. Il se déplaçait comme un combattant entraîné face à une menace inconnue qu'il n'a pas encore entièrement calculée. Et bien que les spectateurs aient pris sa prudence pour une réticence à se salir les mains, la réalité était tout autre. Depuis plusieurs minutes, il observait ce nettoyeur, encaissé sans broncher un torrent d'insultes, et chaque instinct de professionnel lui hurlait que la foule se trompait lourdement. Morozov voyait son approche, mais ne leva toujours pas les mains. Il avait promis de ne pas frapper le premier, et tenu parole, mais il comprenait parfaitement que Volkov devrait recourir au contact physique pour contenter sa maîtresse capricieuse. Pavel était prêt à encaisser le coup, à endurer cette farce, à laisser Elena savourer son spectacle et à regagner les sous-sols avec les restes de sa dignité. Il déplaça machinalement son poids. Un minuscule mouvement réflexe qu'un combattant effectue inconsciemment quand l'adversaire réduit la distance. Le décalage était microscopique, mais Volkov le capta et s'immobilisa net. Ce n'était pas une contraction nerveuse de civil paniqué. C'était un équilibre parfait. La position d'un homme qui sent l'appui avec une précision absolue et connaît les limites exactes de son corps. Une garde ancrée si profondément dans le subconscient qu'elle avait survécu à des années de tentatives pour l'effacer. Sergueï n'avait vu une telle économie de mouvement que chez une seule catégorie de personnes, et aucun d'entre eux ne maniait une serpillière. Le pas du garde du corps ralentit et la foule, interprétant mal ce temps d'arrêt, éclata de rire, croyant que le prédateur jouait simplement avec sa proie. Morozov perçut le changement dans le regard de Sergueï, un prédateur reconnaissant son congénère. Traîner les choses n'avait plus de sens. Quoi qu'il en soit, son bleu de travail appartenait à la société de nettoyage. Et si ça tournait à la bagarre, il n'avait aucune envie de devoir s'expliquer devant un responsable qui le considérait déjà comme un cas problématique. Aussi, d'un geste tranquille, il leva la main gauche et se mit à retrousser méthodiquement la manche grise de son avant-bras droit, pliant le tissu avec soin, comme tout homme méticuleux. Ce geste anodin ne retint guère l'attention des invités, mais Volkov, lui, le remarqua. Quand le tissu remonta, dévoilant la peau de l'avant-bras de Pavel, un dessin s'y révéla que Sergueï avait déjà vu dans des endroits dont la plupart des personnes présentes ici ignoraient jusqu'à l'existence. Ce n'était pas un tatouage de pacotille pour impressionner les copains dans un bar. C'était un emblème très spécifique, porté par des soldats d'élite dont le travail ne fait jamais la une des journaux et dont les noms sont classifiés à vie. C'était l'insigne d'un combattant de l'Alpha. Le visage de Volkov se décomposa et le changement était impossible à ne pas remarquer. Les couleurs s'effacèrent de ses joues et ses mains, déjà levées pour une prise, retombèrent mollement le long de son corps. Il s'arrêta net à 4 mètres de l'homme qu'on lui avait ordonné de jeter dehors. Pendant un moment, le vieux loup-garou resta figé, dévisageant le nettoyeur avec une expression étrange. Pas exactement de la peur, mais quelque chose de très proche. C'était le respect d'un loup mortel pour un autre, et en dessous, une prise de conscience grandissante de l'ampleur de l'erreur fatale de son employeuse. Le tatouage, la garde, le calme glacial inébranlable. Tout s'assembla dans l'esprit de Sergueï pour former un puzzle en béton armé.
Il s'était entraîné côte à côte avec des types qui bougeaient exactement comme ça, avait combattu épaule contre épaule avec eux dans des moulins à viande où un réflexe erroné coûtait la vie. Et il savait pertinemment que ce qui distinguait ces hommes-là des autres, ce n'était pas le tour de biceps, mais l'abîme de l'enfer dont ils étaient parvenus à s'extraire. Un homme qui a mérité le droit de porter une telle marque n'a pas besoin d'agiter les poings pour mettre fin à un combat. Il choisit simplement de ne pas le faire. Et ce choix, précisément, faisait de lui l'être le plus dangereux de la pièce. Volkov pivota brusquement et se dirigea vers Elena. Dans sa posture, on sentait une atonie inédite. Il se pencha à son oreille, baissant la voix pour n'être entendu que d'elle. Les invités regardaient, bouche bée, le garde du corps sévère chuchotait fiévreusement à la milliardaire, sans comprendre un mot. Le tatouage sur son bras, et murmura Sergueï, sans quitter Pavel des yeux. Je sais ce que c'est. On ne le donne qu'à ceux qui sont passés par l'enfer, dont on ne revient pas le même. Alpha, le vrai. Je vous le dis, arrêtez ce cirque tout de suite. Sinon cette fête se terminera d'une façon dont vous regretterez toute votre vie. Elena l'écouta, puis fit ce qui la hantrait dans ses cauchemars pour très longtemps. Elle éclata de rire. Un rire clair, méprisant, sans même chercher à cacher sa réaction. « Hein » s'exclama-t-elle assez fort pour être entendue des premiers rangs. « Tu as eu peur à cause d'une » Elle toisa Volkov avec une déception si sincère qu'on aurait cru découvrir un défaut dans son jouet préféré et cher. Tout le monde se fait tatouer pour paraître plus dur. Je parie qu'il s'est fait faire ça pour impressionner une nana qui l'a largué depuis longtemps. Ces paroles résonnèrent dans la salle. Quelqu'un ricana docilement. Les mâchoires de Sergueï se serrèrent. Ostakova, flairant une nouvelle proie, se tourna vers lui de tout son corps et son ton devint cinglant, conçu pour frapper au plus sensible. « Je te paye pour me protéger des vrais problèmes, cracha-t-elle, pas pour me faire des leçons sur les images sur les bras d'un nettoyeur. Je veux lui parler seul, bien sûr. Des colosses 2 fois plus gros que lui, et maintenant, une goutte d'encre te fait accourir vers moi en chuchotant comme un gamin. » Elle secoua la tête avec théâtralité, affichant son mépris pour le plus grand plaisir du public, pour lequel elle ne cessait de jouer la comédie. Dans la salle, quelque chose changea imperceptiblement, mais Elena, gonflée d'orgueil, ne s'en rendait pas encore compte. La nature du conflit s'était subtilement déplacée. Il ne s'agissait plus de savoir si l'ouvrier mettrait le garde à terre. Les 2 combattants sur ce marbre avaient compris depuis longtemps qu'il n'y aurait pas de bagarre. Le véritable affrontement opposait désormais l'ego démesuré d'Ostakova à l'expérience brute de Volkov, entre la gamine qui n'avait jamais affronté de conséquences dont on ne pourrait pas se racheter et l'homme qui avait passé des années, là où la morgue se payait en sang. Pavel se tenait entre eux, momentanément oublié, et observait le dénouement. Sergueï tenta une dernière fois. Sa conscience ne lui permettait pas de s'en laver les mains si facilement. Il parla posément, mais une note d'acier vibra dans sa voix. Désormais, c'était l'assurance inflexible d'un homme qui connaît parfaitement son sujet. Vous n'avez pas la moindre idée de ce à quoi vous vous êtes attaqué, coupa-t-il. Ceux qui portent ce signe ne sont pas des clowns pour votre divertissement. Ce ne sont pas seuls, ce n'en sûr, des personnages de blagues que vous racontez avec vos copines. J'ai vu ce dont ils sont capables. Je vous dis que la chose la plus intelligente à faire maintenant, c'est de vous excuser et de laisser cet homme retourner tranquillement à son travail. Pendant un bref instant, on crut que l'avertissement avait porté. Le regard d'Elena fila vers Pavel, vers ce visage impénétrable qui ne lui avait jamais livré la peur qu'elle convoitait. Et dans les yeux de la milliardaire, une ombre de doute passa. Mais pour les femmes de son acabit, le doute équivaut à une chute dans l'abîme et elle avait passé sa vie entière à refuser de tomber devant la foule. Aussi, au bord de l'incertitude, fit-elle ce qu'elle faisait toujours. Elle s'accrocha à la cruauté, car la cruauté ne l'avait jamais déçue. Créant l'illusion d'un terrain solide sous ses pieds, elle retourna son venin vers l'extérieur, transformant tout en une farce, insultant ouvertement Sergueï et mettant en doute le courage de l'homme à qui elle avait confié sa vie. « Peut-être que je paye trop cher un lâche », cracha-t-elle, et cette méchanceté cingla le silence de la salle comme une gifle.
Plusieurs invités proches reculèrent instinctivement. Même ceux qui avaient ri à ces plaisanteries, toute la soirée échangèrent pour la première fois, comme s'ils souhaitaient être n'importe où ailleurs. La foule, avide de pain et de jeux, se tendit et se divisa en deux. Certains soutenaient encore Ostakova par habitude, savourant sa langue venimeuse et attendant une nouvelle victoire. Mais d'autres se turent, accablés. Les téléphones s'abaissèrent, les sourires s'effacèrent. Les gens furent choqués par le spectacle de cette femme exaltée, réprimandant un combattant sérieux pour sa prudence et déconcertés par le calme monolithique du nettoyeur qui avait catégoriquement refusé de jouer le bouffon. C'est à ce moment que Pavel décida de prendre la parole, et ses mots traversèrent la tension, bien qu'il n'eût même pas élevé la voix. « Vous n'avez pas besoin de continuer tout ça, » dit-il à Helena, et dans ses intonations perçait presque de la douceur. Une patience infinie d'homme qui avait vu où menait de telles voix. « Gardez votre argent. Je vais retourner travailler, et tous les présents oublieront simplement cet incident. Cela ne sert à rien d'aller plus loin. » Il jeta un coup d'œil aux billets éparpillés. « Je n'ai jamais voulu tout ça. » Il lui avait proposé une issue de secours une deuxième fois, et elle l'avait rejetée une deuxième fois. Cette proposition même l'exaspéra plus que tout. Un homme à qui ses millions étaient indifférents et qui se fichait éperdument de son chien de garde était totalement ingérable. Et Helena, de toute sa vie, ne s'était jamais retrouvée seule face à quelqu'un qu'elle ne pouvait pas plier. Elle regarda le visage serein de Morozov, la résolution sombre de Volkov, ses invités qui ne lui appartenaient plus sans partage. Et au lieu de faire marche arrière, elle serra les dents car l'orgueil blessé sait rarement battre en retraite. « Comme c'est noble », cracha-t-elle, bien que la confiance dans sa voix commençât à se fissurer. « Le nettoyeur et le videur me protègent si touchant de ma bonne humeur. » Elle continuait à jacasser, s'accrochant désespérément au contrôle sur la situation dont elle s'était délectée une heure plus tôt. Mais la scène avait changé irrémédiablement. Plus elle forçait, plus les fondations sous ses pieds s'effondraient. Sergueï la regarda longuement, et ses traits se détendirent soudain. Ainsi va l'homme quand il achève un calcul complexe dans sa tête et se résigne à la réponse obtenue. Il avait fait tout ce que son devoir professionnel exigeait. Il lui avait honnêtement dépeint la situation, et en retour, il n'avait reçu que des crachats, et maintenant la coupe de sa patience était vide. Quoi qu'il décidât de faire désormais, il n'était plus le toutou dressé sur lequel elle comptait. Les invités le sentirent aussi. Un silence de mort tomba sur la salle, et tous les regards se tournèrent du nettoyeur vers le garde du corps, attendant la réaction de l'ombre de la milliardaire. Pavel lut l'expression du visage de Volkov avant tous les autres. Dans sa vie antérieure, il avait lui-même porté ce masque à ces moments précis, où un soldat réalise que le prix de l'obéissance aveugle dépasse celui de la désertion. Morozov se tut, car ce n'était pas son solo. Il resta simplement au centre de la salle, attendant, avec les 50 personnes les plus riches de la capitale, la fin de l'histoire. Sergueï leva la main et retira l'oreillette de son oreille. Ce geste sobre produisit l'effet d'une bombe, car chaque personne présente en comprenait parfaitement la signification. Cette oreillette était le fil qui le reliait à son poste, à ses obligations envers sa maîtresse capricieuse. Il enroula négligemment le fil transparent autour de ses doigts et posa l'appareil sur la table la plus proche, à côté d'une flûte à moitié bue. Le bruit sourd du plastique contre le bois résonna comme un coup de tonnerre dans la salle figée. Puis il entreprit de déboutonner sa veste sans hâte, enleva le tissu coûteux de ses larges épaules et le jeta sur son bras comme un vulgaire chiffon. Le holster opérationnel, l'oreillette, le costume sur mesure faisaient de lui un garde du corps d'élite. Mais sans tout cet attirail, il n'était plus qu'un homme choisissant la conduite à tenir. Enfin, il sortit de sa poche le badge magnétique des services de sécurité et le jeta sur la table à côté de l'oreillette. « J'en ai assez », déclara Sergueï, et sa voix de basse résonna dans la salle glacée. Il regarda Helena sans colère, avec une fatigue infinie et cristalline. « J'ai trop longtemps vécu parmi des gens qui croient que le respect se prend chez les plus faibles.
Je ne couvrirai plus le dos de quelqu'un qui a oublié cette règle et je ne me lancerai pas dans un combat de cette ampleur juste pour flatter votre ego. Il jeta sa veste froissée sur la table à côté du badge. La salle retint son souffle. 52 maîtres du monde, pétrifiés, regardaient un vieux loup se faire licencier sous leurs yeux sans que l'un d'eux ne puisse émettre un son. Helena resta figée au centre du cercle qu'elle avait créé. Pour la première fois de cette interminable soirée, l'attention qui se braquait sur elle n'était pas du tout celle qu'elle avait espérée. Les regards étrangers pesaient de toutes parts, la transperçant de glace et de réprobation muette. Elle sentit physiquement le sol se dérober sous ses talons. « Si tu franchis cette porte », chevrota-t-elle, essayant de faire passer sa peur pour une menace. Mais sa voix tremblante la trahit. « Tu ne reviendras jamais ici, ni dans aucun autre travail où je pourrais mettre la main. » Elle releva le menton, espérant encore reconquérir le pouvoir qui lui échappait. « Réfléchis bien, Sergueï. » Volkov la regarda encore quelques secondes, et ce qu'il vit dans ses yeux dissipa ses derniers doutes. « J'ai bien réfléchi, » lança-t-il. Il pivota, et la foule s'écarta silencieusement devant lui. Sergueï traversa la salle et sortit par les lourdes portes à double battant, laissant l'oreillette, le badge et sa vie antérieure sur la table à champagne. Les portes se refermèrent avec un claquement sourd et final, tandis que Ostakova restait debout sur les ruines de sa propre soirée, entourée d'invités qu'elle avait si désespérément tenté d'impressionner. Le silence qui s'ensuivit fut le bruit le plus terrifiant de sa vie. Elle se tourna vers le public, arborant un sourire de convenance, s'efforçant de retrouver la garce habituelle qui aurait pu tourner tout cela en plaisanterie et regagner la faveur de la foule. Mais les visages des spectateurs avaient changé. Il ne restait plus trace de la gaieté. Elle avait cédé la place à quelque chose de bien plus dangereux pour les gens comme Helena. Un mépris froid et silencieux. 52 personnes venaient soudain de réaliser quel monstre se tenait devant elle. Elle tenta tout de même un effort car elle ne savait rien faire d'autre. « Eh bien, » lança-t-elle d'un ton faussement enjoué, se tournant vers Pavel. « On dirait que les nerfs de mon sécuritaire sont en miettes, mais l'offre tient toujours. 850 000 roubles et notre héros de la serpillière n'a qu'à. » Les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Personne ne rit. Le son de sa propre voix dans ce silence de tombe devint soudain insupportable même pour elle. Tout ce qu'elle touchait s'effritait en poussière. Un chuchotement parcourut la salle et une vague de questions courut comme un courant électrique. Qui est vraiment ce? Qu'est-ce que c'est que ce combattant si un professionnel comme Volkov a préféré démissionner plutôt que de lever la main sur? Ce tatouage, ce calme imperturbable, ce refus de l'argent et du combat. Le spectacle pour lequel ils s'étaient réunis s'était retourné contre eux. Et désormais, l'homme en combinaison grise se retrouvait au centre de l'attention, non plus comme objet de moquerie, mais comme une énigme qu'il ne pouvait percer. Pavel sentit sur sa peau le poids de leur regard se déplacer vers lui, et cette popularité ne lui était pas plus utile que les aumônes éparpillées sur le sol. Un instant, il songea à saisir son chariot et à suivre Sergueï. Mais la salle attendait et Helena restait debout au milieu des décombres de son triomphe. Morozov comprit que s'il se taisait maintenant, tout serait mal interprété. Alors, il parla doucement et posément, mais sa voix claire porta dans tout le hall mieux que les cris d'Ostakova de toute la soirée. « Je n'ai jamais essayé de prouver que j'étais plus fort que quelqu'un, » dit Pavel, promenant calmement son regard sur les visages tendus. « J'ai laissé cette partie de ma vie derrière moi il y a longtemps. J'ai fait des choses dont on ne parle pas, dans des endroits dont il vaut mieux ne pas prononcer les noms. Et quand tout s'est terminé, je n'ai souhaité qu'une chose, devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de briser les os de quelqu'un d'autre pour vivre sa journée. » Il baissa les yeux sur les billets. « Voilà pourquoi j'ai refusé de me battre avec lui. Pas parce que je n'en étais pas capable, mais parce que je me suis donné une parole. J'en ai assez. » Cette vérité n'eût éteigni aussitôt les derniers rires. Il n'y avait pas une once d'esbrouffe dans ses paroles, pas de tentative pitoyable de se poser en héros. C'est précisément cette absence de grandiloquence qui fit que la foule le crut sans réserve.
Ces gens étaient habitués aux hommes d'affaires qui se gonflent le torse et transforment chaque affaire en épopée mondiale. Ici, devant eux, se tenait un homme qui délibérément minimisait ses propres mérites. Le contraste était saisissant et il anéantit la réputation d'Helena, ou plutôt toute velléité d'insulte. Face à sa force calme, sa cruauté apparaissait exactement pour ce qu'elle était, une vulgarité minable. Pendant un moment, Pavel regarda les invités, ces mêmes visages qui, une heure plus tôt, pointaient joyeusement leur caméra sur lui, avides de filmer son humiliation. Il ne formula pas à voix haute sa pensée sur les types en uniforme qu'il avait croisés, qui n'avaient pas un sou en poche, mais un courage plus grand que tous ces richissimes réunis, sur le fait que le monde est mal fait, que ceux qui crient le plus fort sont toujours ceux qui n'ont jamais vraiment risqué quoi que ce soit. Il garda ses pensées pour lui. Il avait déjà tout dit, et répété 2 fois, c'était transformer la vérité en un discours bon marché. Les hautes portes s'ouvrirent à nouveau et Volkov entra résolument dans la salle. Un souffle de surprise parcourut la foule. Mais Sergueï ne jeta pas un regard à son ancienne employeuse et ne toucha pas au badge laissé sur la table. Il traversa le sol en marbre, s'approcha de Pavel et lui tendit la main. « Je ne t'ai pas demandé ton nom, dit-il d'une voix sourde, mais je sais ce que vaut ce signe et je sais de quel métal sont faits ceux qui le portent. » Sa poignée de main fut de fer et pleine d'assurance. « C'est un honneur pour moi. Merci pour ton service et merci d'avoir eu le sang-froid que n'importe lequel d'entre nous envierait. » Morozov lui rendit sa poignée de main. Ils restèrent figés quelques secondes, 2 soldats rendant hommage l'un à l'autre au milieu d'une foule d'oisifs pour qui le plus grand stress de la vie était un steak trop cuit au restaurant. « Pavel, » répondit-il à voix basse, « Pavel Morozov. » Et Volkov hocha la tête, comme si ce nom ne faisait que confirmer ce qu'il savait depuis longtemps. Helena regardait fixement cette poignée de main, et quelque chose en elle se brisa définitivement. Toute la soirée, elle s'était échinée à prouver son importance. Elle s'était échinant le nettoyeur sur le sol. Et voilà qu'elle était obligée de voir ce même nettoyeur salué avec honneur par l'homme qu'elle avait engagé pour les basses-œuvres. Le respect de la salle n'allait pas à la force qu'elle avait bafouée, ni à l'argent qu'il avait refusé. Tout se passait à l'inverse. Ce qu'elle avait méprisé comme de la faiblesse était précisément la vraie force. Pour la première fois de sa vie, elle prit conscience de la profonde distorsion de sa vision du monde et de tout ce qu'elle appelait pouvoir n'était qu'une agitation vaine. Une dame des premiers rangs, l'une de celles qui avait ri le plus fort au début, fit un pas timide en avant. « Pardonnez-nous » balbutia-t-elle d'une voix éteinte. « Nous n'aurions pas dû rire. Excusez-nous. » Quelqu'un d'autre se joignit à elle, puis un autre. Une vague de confuses excuses roula lentement dans la foule. 52 personnes, venues assister à une exécution publique, baissaient maintenant les yeux avec honte. Pavel accueillit leurs excuses par de brefs hochements de tête. Cette attention le mettait terriblement mal à l'aise. Il ne souhaitait qu'une chose, que ce cirque prenne fin. Ostakova se tenait au centre de la tourmente, seule. La soirée, qui devait être un monument à sa grandeur, s'était transformée en un pilori pour sa réputation. Elle sentait déjà physiquement la catastrophe approcher. Les smartphones, préparés pour filmer le nettoyeur battu, avaient capturé un tableau complètement différent. Et elle comprit avec une horreur nauséeuse à quelle vitesse ces vidéos se répandraient sur les réseaux. Dès le matin, toute la capitale serait au courant de son esclandre et le nom des Ostakov, dont elle s'était servie comme d'une massue, serait désormais associé à cette humiliation. Elle jeta un dernier regard à Pavel. Un instant, on aurait cru qu'elle allait aussi laisser échapper des excuses, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Des années d'impunité avaient atrophié chez elle la capacité à reconnaître ses erreurs. Aussi baissa-t-elle simplement les yeux et se tut. Pour une femme comme elle, c'était le maximum de l'aveu, l'équivalent d'un drapeau blanc, et toute la salle le comprit. Morozov se pencha, ramassa sans hâte les billets éparpillés, les rangea en une pile soigneuse et les posa sur la table à côté du badge abandonné par Sergueï. « Je n'ai pas besoin de votre argent, dit-il, sans la moindre once de malice ou de triomphe. Je n'en ai jamais eu besoin. » Puis il pivota,
marcha vers son chariot laissé près de la sortie de service et en saisit la poignée. La combinaison grise et cette existence discrète, je veux lui parler seul, reconstruite, brique par brique avec toutes ces maudites quittances de loyer. Tout cela lui appartenait encore. Et il comptait bien retourner dans son sillon, la conscience parfaitement tranquille, comme toujours. Dans les jours qui suivirent, les vidéos se répandirent sur le web exactement comme Elena l'avait craint. Et les rumeurs dépassèrent largement les murs de verre de la tour Ostakov. Mais ce n'était pas la version des événements qu'elle avait tenté de mettre en scène qui circulait dans le peuple. Personne ne discutait de son pouvoir ou de son esprit. On ne parlait que du nettoyeur qui avait refusé de brandir les poings, craché sur 850 000 roubles et répondu à la cruauté animale par un calme glacé, impossible à acheter pour tout l'or du monde. La réputation de la milliardaire avait pris de plein fouet le choc provoqué par son propre égocentrisme. Et il n'existait aucune somme capable d'étouffer ce scandale. Sergueï n'était pas revenu et n'avait jamais reparlé du badge laissé sur la table. Au lieu de cela, il avait retrouvé Pavel et au fil des semaines, une solide amitié s'était nouée entre eux. Je veux lui parler seul, bien sûr, de ces liens rudes et peu loquaces qui naissent entre hommes ayant traversé les mêmes cercles de l'enfer et en étant ressortis vivants. Ils évoquaient à peine leurs anciennes missions. Il n'y avait pas besoin. Certaines choses se comprennent sans mots et leur fraternité reposait sur ces rares vérités qui comptent vraiment. À l'intérieur de la tour Rostakov, un changement s'était produit, difficile à mesurer en chiffres. Les occupants des étages supérieurs, ces cadres qui, depuis près de 3 ans, passaient devant l'homme, en combinaison grise comme devant un meuble, avaient soudain ouvert les yeux. Ils apprirent qu'il s'appelait Pavel. Maintenant, le saluait dans les couloirs, tenait les portes des ascenseurs, lui souhaitait le bonjour, sincèrement. Il n'avait rien demandé et il accueillait ses marques d'attention, avec la même sérénité que tout le reste, calme et sans émotion superflue. Morozov n'avait pas quitté son travail, n'avait pas rompu son vœu de silence et continuait de pousser méthodiquement son chariot dans le gratte-ciel nocturne. Lorsque les bureaux se vidaient et que les halls de marbre plongeaient dans la fraîcheur silencieuse. Extérieurement, sa routine n'avait pas changé. Il faisait toujours les équipes de nuit et ne réclamait rien à personne. Mais les gens qui partageaient ce vaste bâtiment avec lui avaient désormais pris conscience de quelque chose d'important qu'ils n'avaient pas compris auparavant. Et ce respect invisible l'accompagnait désormais partout. La valeur d'un homme ne se mesure jamais à sa combinaison, à son poste ou à la liasse de billets qu'il peut jeter aux pieds d'un inconnu pour se rassurer. Elle se niche dans des choses qui ne se vendent pas à chaque coin de rue, dans la colonne vertébrale d'acier forgé, par l'expérience rude et dans la modestie qui empêche d'utiliser cette expérience à tout va. En cette soirée étincelante, sous les yeux de 50 spectateurs assoiffés de bagarre, je veux lui parler seul, cesse. Un modeste nettoyeur avait cette salle pleine de maîtres du monde, une vérité qu'il s'efforçait d'oublier depuis toutes ces années. Puis il avait repris son chariot et était retourné au travail comme il l'avait prévu depuis le début.